Bonjour Jean-Paul Kourevitch. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, dont le dernier en date est La Méditerranée, conquête, puissance et déclin. Depuis 3000 ans, la Méditerranée a fasciné les conquérants et ceux qui rêvent de faire de ce lac intérieur un espace de prospérité. Est-ce dû d'ailleurs à ce statut géographique de mer intérieure, de mare internum, disaient les latins, qui vaut à la Méditerranée ses rêves incessants d'unification? Alors, il y a plusieurs raisons. La première que vous avez citée, c'est qu'effectivement, c'est au fond la plus grande mer intérieure que nous connaissons. C'est beaucoup plus grand que la Caspienne, la mer d'Aral, la mer Morte ou autre. Mais c'est surtout le fait qu'au cours des civilisations, ça a été le lieu d'affrontement ou de rencontres de civilisations différentes et qui ont finalement marqué toute l'histoire de l'humanité, d'autant plus que c'est là que sont nées les trois grandes religions du livre, et c'est là qu'ont commencé les premiers grands rêves méditerranéens, que ça soit celui des Romains, que ça soit même avant Ulysse, qui pour moi est le premier héros méditerranéen, puisqu'il a parcouru, sans le vouloir, de l'est à l'ouest et du nord au sud, tout cet espace intérieur. Je vais revenir à Ulysse, mais juste une précision. Qu'est-ce qui explique quand même, selon vous, cette tendance qu'ont eu les peuples dans l'histoire à rêver cette Méditerranée? On verra d'ailleurs la liste des rêves successifs. Vous avez évoqué le rêve romain, bien sûr. Mais pourquoi on a toujours cherché à rêver cette Méditerranée comme un territoire de conquête pour une idéologie ou pour une religion? D'abord, la Méditerranée est fermée des deux côtés. D'un côté par le détroit de Gibraltar et de l'autre, même si ça donne dans la mer Noire, par les Dardanelles. Et d'une certaine façon, quand vous êtes un des riverains de la Méditerranée, vous avez envie que votre idéologie, que votre religion, que votre type de pouvoir soit partagé par tous ceux qui sont autour de vous. Et surtout, ne soit pas contesté. Donc, automatiquement, chacune des puissances qui étaient sur le littoral sud, sur le littoral nord ou sur le littoral est avait envie d'asseoir sa prépondérance sur l'ensemble. Vous faites d'ailleurs d'Ulysse, vous l'avez dit à l'instant, le premier héros méditerranéen avant lui, et pourtant, je trouve un peu audacieux d'ailleurs cette idée, parce qu'il y a eu quand même les Phéniciens qui ont cherché aussi ce rêve de Alors, Méditerranée. Les Phéniciens, c'était essentiellement du commerce. Et c'était du commerce de cité à cité. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'idée de pouvoir dominer la totalité de la Méditerranée. Et moi, ce qui m'intéresse dans Ulysse, en dehors du fait que ça fait partie de ma mythologie personnelle, c'est que quand on relit l'Odyssée, qui est un peu un de mes livres de chevet, c'est d'abord le héros pris entre les quatre grandes tentations féminines, la femme, la maîtresse, Calypso, la magicienne, Circé, et la jeune vierge, Nausicaa. Et puis, c'est aussi un magnifique guide de voyage et presque même de tourisme maritime, puisque Homère explique que les endroits qui sont dangereux, Charybde des Scylla, entre lesquels il ne faut pas passer, les ports qui au contraire sont accueillants, et vous pouvez faire au fond de l'Odyssée une sorte de guide du routard des Grecs dans l'Antiquité. Je ne vais pas être désagréable avec Ulysse, loin de là, mais néanmoins on est quand même vraiment dans la mythologie entre la réalité et la légende. Difficile quand même de fonder une notion sérieuse autour d'une épopée odysséenne qui manque quand même un peu de réalité. Oui, mais ce qui est fascinant justement, c'est que ce mélange de réalité et de fiction fait de l'Odyssée à la fois une épopée, un roman et aussi une sorte de découverte, de guide de découverte touristique. Et quand vous y réfléchissez, ce qui est d'autant plus fascinant, c'est que il n'existait rien à l'époque de tel. Et la construction même de l'Odyssée, qui est un mélange de récits oraux transmis par les uns, par les autres, réhabillés ou réaménagés par Homère,
aboutit finalement à une sorte de chef-d'œuvre littéraire que vous pouvez relire, reprendre, et qui reste au fond dans notre histoire comme quelque chose d'un peu incontournable. C'est quand même le premier des grands héros. Non, je pensais que cet amoureux d'histoire que vous êtes aurait été plus sensible à Hérodote, par exemple, qui est aussi narré la Méditerranée. Alors, Hérodote est un magnifique historien, sauf que ça n'est pas un poète, ça n'est pas un tragédien, ça n'est pas quelqu'un qui a l'idée de la fiction. Et justement, la grande différence entre Homère et Hérodote, et on pourrait dire la même chose pour Thucydide et pour d'autres, c'est que les historiens se sont calés, c'est tout à fait normal, sur l'histoire des faits, et que Homère donne un horizon à l'histoire des faits, c'est-à-dire que vous avez à la fois la prise de Troie, ce qui est d'ailleurs extraordinaire, parce que quand on y réfléchit, comment Ulysse peut-il savoir ce qui s'est passé à Troie alors qu'il a quitté Troie et qu'il est en train de naviguer sur la Méditerranée? Mais justement, c'est ça qui est très très fort, c'est d'avoir une sorte d'horizon métaphysique, poétique et parfois même idéologique, notamment sur la façon dont les dieux interviennent dans ces affaires personnelles, alors que les historiens, dont je respecte parfaitement le travail, sont quand même, parce qu'ils font très attention aux faits, beaucoup plus techniques et beaucoup plus événementiels. Alors l'histoire des faits, c'est le premier rêve méditerranéen acquis, abouti d'unification de cette Méditerranée. C'est le rêve de l'Empire romain, avec l'apparition du terme Mare Nostrum, notre mer. Oui, c'est le terme de Strabon, Mare Nostrum, mais ça s'explique. Dans l'ouvrage qui est sorti là chez Desclés de Brouwer, il y a des cartes pour chacun des rêves. Et la carte de la Mare Nostrum montre que les Romains font absolument tout le tour de la Méditerranée. Et non seulement ils tiennent les côtes, mais ils tiennent une partie de l'arrière-pays. Ce que l'empereur Justinien n'arrivera pas à faire, parce que Justinien veut refaire, avec son rêve de thalassocratie byzantine, il veut refaire ce qu'ont fait les Romains. Il arrive à tenir la plupart des côtes, mais il ne tient pas l'arrière-pays. Et quand vous ne tenez pas l'arrière-pays, vos côtes sont extrêmement fragiles parce que y a les invasions et du coup, vous n'avez pas les moyens de réagir. Voilà, hein, du Maroc jusqu'à la Germanie. Voilà, c'est quand même les seuls qui sont arrivés au cours de l'histoire à posséder la totalité du pourtour de la Méditerranée. Les seuls pour l'instant. La Méditerranée, c'est la mer, MER, mais c'est aussi la mer des trois grandes religions du livre, vous l'avez évoqué. Cela fera de cet espace quand même géographique un lieu de confrontation, et notamment le rêve d'une Méditerranée chrétienne, avec les croisades par exemple, qui va se fracasser sur le rêve d'une autre Méditerranée, la Méditerranée musulmane. Oui, alors ça c'est totalement passionnant parce que les deux rêves ne sont absolument pas identiques. Le rêve de la Méditerranée musulmane, c'est une volonté de conquérir tout l'espace méditerranéen. C'est une volonté qui est à la fois religieuse, qui est politique, qui est guerrière, mais qui est poussée par un élan qui est partagé par tout le monde. Alors, bien sûr, il va y avoir des résistances. Les Berbères vont faire énormément de résistance, puis ça va s'arrêter en Espagne et en Septimanie. Mais c'est un rêve dont on peut dire qu'il est presque inscrit dans la théocratie religieuse de l'époque. Le rêve chrétien est très différent. D'un côté, vous avez les grands chefs francs, les barons, les comtes et le pape. Et puis d'un autre côté, vous avez le peuple. Au début, ils partent presque tous ensemble pour la première croisade. Mais après, les intérêts sont complètement différents. Le peuple rêve
que Jérusalem soit à nouveau chrétienne, et les chevaliers francs rêvent de s'enrichir, de pouvoir conquérir de nouvelles terres. Et la preuve, c'est que dans la 4e croisade, ils devaient prendre Jérusalem, ils s'arrêtent devant Constantinople et ils pillent Constantinople. Donc là, vous avez une sorte de différence importante entre, je ne veux pas dire la chrétienté d'en haut et la chrétienté d'en bas, mais entre l'esprit populaire qui est profondément religieux et même mystique, et l'esprit chevaleresque qui est beaucoup plus guerrier. Et pragmatique. Je parlais de ces rêves de Méditerranée musulmane. C'est en 641, c'est la prise d'Alexandrie. Ça préfigure de manière symbolique l'arrivée de l'islam dans le jeu géopolitique méditerranéen. On est près de 1500 ans plus tard. L'islam est toujours conquérant, du sud vers le nord, ou du sud au nord. De l'Empire abbasside au califat d'Al-Baghdadi, est-ce qu'il y a une continuité? Ah, il y a une continuité qui est toujours d'avoir un territoire de départ sur lequel on fait appliquer la loi musulmane et d'exporter cette loi musulmane dans d'autres pays qui ne sont pas musulmans au départ. Et de ce point de vue-là, quand vous voyez que l'État islamique a essayé de bâtir son califat et d'exporter après son idéologie en créant dans les pays du littoral nord et dans certains du littoral est des cellules, qui sont tantôt dormantes et tantôt actives, vous vous apercevez que c'est la même volonté de conquête, c'est la même volonté de faire triompher sa religion, son idéologie. Vous affirmez d'ailleurs le choix crucial se résume en une phrase assez belle d'ailleurs, moderniser l'islam ou islamiser la modernité. Moderniser l'islam ou islamiser la modernité. Les partisans du second terme, dites-vous, sont plus nombreux, mais vous ajoutez, mais le vent de l'histoire souffle en faveur des premiers. Ça mérite une explication, ça. Aujourd'hui, les musulmans qui sont dans les pays occidentaux ont quand même tendance, même si ils tiennent à un certain nombre de dogmes, de rites et de pratiques, ils ont quand même tendance à se plier ou à accepter, au moins virtuellement, les règles des pays dans lesquels ils sont accueillis. Bon. Mais l'autre idée, islamiser la modernité, c'est dire, ben voilà, nous allons garder tout ce qui est technologie, nous allons bien sûr avoir Internet, les portables et les derniers outils en quelque sorte du numérique, mais comme justement les pays qui les ont produits sont mécréants, athées, nous allons faire en sorte que cette modernité serve au triomphe de l'islam. Et justement, cette différence, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, hein, mon ami Abdelwahab Medeb l'avait fait avant moi, en opposant, lui, le côté, la tentation américaine de l'islam et la tentation européenne. La tentation américaine, c'était la technologie d'abord. La tentation européenne, c'était les droits de l'homme d'abord. Il dit, ils ont choisi la tentation américaine. Et c'est vrai que les droits de l'homme, l'idéologie des droits de l'homme n'a pas encore vraiment éclos ou poussé ses fleurs en pays musulmans. Mais cette opposition, l'islam voit très bien qu'il faut apprivoiser d'une certaine façon le monde moderne. Donc la question c'est comment je fais avec un monde moderne qui ne correspond pas du tout à la lecture que j'ai du Coran. Jean-Paul Gourevitch, quand vous regardez cette Méditerranée, vous avez bien évidemment un élément important qui est l'élément démographique. Je disais ce rêve musulman du nord au sud et du nord et du sud vers le nord. Est-ce que vous pensez qu'en regardant cet élément démographique, on peut considérer que demain le rêve musulman, même s'il n'est pas avéré, même s'il n'y a pas un chef d'orchestre pour le créer, ce rêve musulman d'une Méditerranée musulmane peut se faire? Alors, je ne crois pas, je vais dire ça autrement, je ne vois pas quel rêve aujourd'hui
solidariserait la totalité des peuples de la Méditerranée en dépassant leur division pour arriver à une sorte de projet commun. Mais on ne pourra pas empêcher le fait que les pays du littoral sud sont 2 fois plus peuplés et bientôt 3 fois et peut-être même 4 que ceux du littoral nord, et que, théoriquement en tout cas, ils sont 10 fois moins riches. Donc la tentation de la migration est très forte, et la tentation de la migration peut parfois s'accompagner d'une tentation d'aller faire une sorte de colonisation à l'envers, c'est-à-dire puisque nous allons aller dans les pays du Nord, une fois que nous serons un nombre très important, nous allons pouvoir non seulement faire respecter nos droits, mais même parfois imposer nos façons de vivre. L'avenir du XXIe siècle toujours, il va se jouer, on le voit bien en Afrique, on le voit bien évidemment en Asie, peut-être même en Amérique latine. C'est quand même la disparition de la Méditerranée comme centralité, notion de centralité, y compris même pour les Européens. Est-ce que c'est ça qui vous amène à parler de déclin de la Méditerranée? Alors, il y a un paradoxe, c'est que effectivement, au temps de la mondialisation, la Méditerranée ne représente plus qu'un petit espace dans l'ensemble du monde, et pourtant, c'est le lieu où se concentre l'ensemble des conflits qui traversent aujourd'hui nos civilisations. C'est bien autour de la Méditerranée que s'affrontent d'un côté un islam conquérant et de l'autre des laïcs ou des chrétiens ou des agnostiques qui ne veulent pas ce pouvoir de l'islam. C'est là aussi que le problème des migrations prend toute sa force. C'est là aussi, il faut y penser aussi, que le rêve populaire d'un lieu de soleil, de plaisir, ou le rêve plus élitiste de vivre dans des îles méditerranéennes a pris corps. Donc, je crois que de ce point de vue-là, on est sur une constellation de rêves qui fait que, bien que la Méditerranée soit qu'un tout petit espace dans l'ensemble de l'espace mondial, eh bien, on focalise sur cet espace parce que c'est le lieu de concentration de la plupart des conflits d'aujourd'hui. Néanmoins, cette perte de centralité, comment peut-on la résoudre? Et il y a eu des initiatives, des gens qui ont eu aussi des rêves, peut-être à leur mesure. Nicolas Sarkozy, par exemple, avait initié, pour des raisons X ou Y qui n'ont pas d'importance au moment où nous parlons, au moment où il était, lui, en fonction, il avait initié cette idée de union pour la Méditerranée. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il pouvait établir des partenariats avec les pays, en dehors même des aides ou des partenariats bilatéraux, multilatéraux qui existent déjà. Ben, tout à fait. L'idée de Nicolas Sarkozy, enfin, l'idée qu'il a reprise, qu'il a formulée, c'est que les peuples de la Méditerranée ont des problèmes communs. La pollution de la mer, c'est un problème pour tous les peuples qui habitent sur le littoral. L'accès des populations à l'eau, à l'électricité, la désertification, la déforestation, la piraterie, le problème des migrations irrégulières, le problème des autoroutes commerciales, c'était des problèmes qui étaient communs à tous les pays méditerranéens, et je ne parle même pas des problèmes d'éducation. Donc Nicolas Sarkozy a rêvé de pouvoir installer à la même table, et il l'a fait d'ailleurs d'une certaine façon, les Palestiniens à côté des Israéliens, les Libanais à côté des Syriens, sauf que ce rêve a échoué pour 2 raisons. D'abord parce que l'Union européenne a voulu s'en mêler, sans dire de mal, des Tchèques qui ont succédé à Nicolas Sarkozy ou des Suédois. Pour eux, la Méditerranée, c'était quand même pas la priorité fondamentale. Et puis, la deuxième chose qu'on voit très bien quand on travaille justement en Afrique, c'est que les peuples n'ont pas été associés à ce projet. C'est un projet qui a été conçu par des chefs d'État. Et à partir du moment où vous n'avez pas
du soutien populaire, eh bien, si les chefs d'État ne s'entendent plus, et le fait que dans l'Union européenne, vous n'êtes président que pendant 6 mois n'arrange pas les choses, à partir du moment où les chefs d'État sont plus sur une même ligne, eh bien, le rêve tombe de lui-même. Si on retire la pollution, si on retire la piraterie, si on retire tous ces fléaux qui s'abattent sur la Méditerranée, est-ce qu'en définitive, il y a encore un rêve méditerranéen? Est-ce qu'on a fini, on en a vraiment fini des rêves de grandeur? Vous me parlez d'Ulysse et d'un seul coup vous me dites qu'il n'y a plus aucun rêve de grandeur autour de cet espace géographique, que ça va devenir quoi? Un immense lac intérieur devenu un spot touristique avec ses îles, mais ses plaisirs? c'est un des risques. C'est un des risques que la Méditerranée devienne essentiellement un point de centrage pour tous ceux qui rêvent de vacances ou qui rêvent de tranquillité ou qui rêvent de parcourir une mer en allant voir toutes les cités culturelles qui sont autour, parce que vous avez un condensé de culture énorme. Si vous allez de Barcelone à Alger ou à Oran en faisant tout le tour du pourtour méditerranéen, vous traversez en quelques mois des dizaines de cultures différentes. Et je regrette, mais il me semble que, je me répète, mais je ne vois aucun projet fédérateur à court terme qui solidariserait les peuples méditerranéens pour un avenir commun. Voilà, c'est un essai qui se lit comme un roman. La Méditerranée, conquête, puissance, déclin. Merci Jean-Paul Gourevitch d'être venu sur TV Liberté. Merci.